Bonjour, je suis Aïcha et encore une fois, je me suis posée pour faire une des choses que j'apprécie faire le plus au monde, des découvertes et surtout des rencontres. J'ai donc l'immense plaisir de vous accueillir sur Jiggen sans tabou, le podcast qui vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, de femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu singulier et de leur stratégie de résistance. Il y a des parcours de vie atypiques qui forgent des destinées et je souhaite qu'à travers ce podcast, nous prenions connaissance du cheminement qui a amené mes invités là où elles sont aujourd'hui. Ici, elles livreront des récits touchants et pleins d'espoir. Découvrez leurs témoignages et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille pour la première fois un homme sur Jiggen sans tabou, Arnaud Gallet, un homme qui a accepté de témoigner et de briser les tabous sur l'inceste. Dans cet épisode, vous découvrirez son histoire. Arnaud nous racontera tout sans tabou. Let's go! Petit disclaimer, ce podcast traite d'un sujet grave et douloureux qui peut heurter des victimes ou des proches de victimes. Prenez soin de vous et des personnes à qui vous souhaitez le partager. Bonjour et bienvenue Arnaud, comment tu vas? Bonjour Aïcha. Ça va? Ça va, tout va bien? Ouais, Merci. Écoute, c'est un honneur de te rencontrer. Je suis tellement admirative de ton travail, de tout ce que tu donnes pour les autres. J'ai très hâte d'en apprendre un peu plus sur ton histoire et puis voilà. Alors en attendant, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, me présenter brièvement, donc je m'appelle Arnaud Gallet, j'ai 41 ans. Je suis directeur général d'une fondation dans la protection de l'enfance. Je suis également le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, un collectif qui lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants, parce qu'on s'est rendu compte que c'était malheureusement les mêmes chiffres, les mêmes mécanismes, etc. Il fallait absolument qu'on arrive à unir nos forces. Je suis anthropologue de formation et je suis le papa d'un petit garçon et d'une belle fille également, et voilà. Alors on va aborder beaucoup de choses dans cet épisode. Je vais te poser la première question. Quel message souhaites-tu transmettre à travers ton témoignage? Alors, à travers mon témoignage, en fait, prendre la parole, bien souvent, on dit que c'est un sacrifice pour les victimes. Sacrifice, pourquoi? Parce que c'est toujours difficile, douloureux de parler de sa propre histoire. Après, moi, ce que je souhaite, c'est bien entendu qu'il y ait des prises de conscience, une mobilisation. Et il faut que tout le monde prenne conscience que c'est pas une affaire de victime, en réalité, c'est bien une affaire de la société. Il faut qu'on sorte un peu de ce regard qu'on peut avoir en se disant, bah tiens, c'est bien ce que font les victimes de prendre la parole libérée, c'est bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit les actions qui se libèrent un peu plus et qu'on puisse réellement prévenir, protéger les enfants, soutenir aussi les parents, parce que je pense que c'est pas évident quand on est confronté à certaines difficultés. Je pense que les réponses sont pas forcément les bonnes. Et donc pour moi, c'est un combat de société réellement que je souhaite mener et qui est pas mon combat, qui est bien notre combat. Je vais te poser une question que je pose quasi systématiquement à toutes mes invités. Alors quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais, toi adulte qui connais la suite de son histoire? Alors, je suis assez ému en fait par cette question, non, mais c'est vrai, parce que j'en ai très longtemps voulu à l'enfant que j'étais en me disant que j'avais pas su me protéger, pas su faire... En fait, j'avais un regard très négatif de l'enfant que j'étais. Et je me rends compte aujourd'hui que je lui dois tout d'une certaine manière, et je pense qu'il a fait, que j'ai fait tout du moins, ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais, et que j'avais malheureusement pas forcément des adultes en situation de me protéger autour de moi. Néanmoins, l'enfant que j'étais a mis en place des mécanismes qui font qu'aujourd'hui, je pense m'en sortir, même si effectivement, quand on a été victime comme moi d'un double inceste, de violence physique aussi, d'humiliation par un père, et qu'on reste marqué, je pense, à vie. Néanmoins, moi, c'est aussi un message d'espoir que je souhaite renvoyer à tout le monde, c'est-à-dire qu'on est tous en capacité aussi, au bout d'un moment, de pouvoir vivre d'autres choses, même si, inévitablement, on reste marqué. Du coup, tu étais quel genre d'enfant, petit? Première chose qui me vient, je pense que j'étais un enfant rêveur. J'étais bien souvent me qualifier comme ça, et je pense que si j'étais rêveur, c'est que le fait de penser, et comme je le fais, je pense encore aujourd'hui, je suis encore très rêveur, je pense que ça me permettait de m'échapper aussi à quelque chose qui était beaucoup plus difficile. Après, j'étais un enfant aussi un peu agité, parce que je pense que j'interpellais le monde des adultes qui ne m'entendaient pas, mais j'ai jamais été agressif avec les autres ou quoi que ce soit. On dirait que j'avais un peu de mal, et j'ai toujours un peu de mal de rester assis par moment. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à avoir les agressions, tu avais une enfance heureuse ou...
Non, je peux pas dire ça, parce que justement, moi dans mon histoire, et c'est là aussi que c'est un vrai combat, moi je suis convaincu que j'ai été la proie de prédateurs. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dès mon plus jeune âge avec des violences physiques, des violences psychiques, humiliations par mon père, mais de manière assez forte. C'est des coups de ceinture, j'ai encore des traces aujourd'hui sur mon corps, etc. Enfin, différentes choses, coups de ceinture, coups de chausse-pied, différentes choses. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs. C'est-à-dire que ce que disent les médecins aujourd'hui, c'est que... C'est-à-dire ce qui t'a sauvé. Ce qui m'a sauvé à survivre à l'insupportable, parce que ce que disent les médecins, c'est que sûrement ce premier rapport que j'ai eu tout petit avec mon père, ça m'a déjà permis de dire qu'il y avait quelque chose de pas normal, et ça m'a permis de vivre a priori quelque chose qui est encore plus insupportable, à savoir des viols. Et c'est sûrement ça qui a permis à ma personne, à ma structure personnelle psychique, de m'en sortir. C'est assez incroyable de dire ça, mais donc non, j'ai jamais... D'ailleurs, je dis souvent, j'ai très peu de souvenirs d'enfance en réalité. On va parler des premières agressions. Elles ont eu lieu quand ? Par qui ? Moi, j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un grand-oncle. C'était dans la maison de mes parents. C'était un grand-oncle qui était également prêtre missionnaire en Afrique. Il allait d'ailleurs au Gabon, à Libreville, où il était enseignant, donc ce qui lui permettait de faire plusieurs allers-retours. Mon père travaillait à l'époque au Gabon. Et du coup, ils ont noué un lien en fait tous les deux, ce qui fait que quand ce grand-oncle venait en France, systématiquement, il passait en fait au moins 1 à 2 nuits chez mes parents. Et donc mes parents habitaient pas loin parce que j'ai grandi, donc on me demandait tout à l'heure qui j'étais, mais j'ai grandi également en banlieue, 95-93, je connais bien. Et en fait, ce grand-oncle-là, mes parents, et comme il était prêtre, etc., il le faisait dormir dans ma chambre, je pense que vraiment, sans se douter de quoi que ce soit. Et c'était une époque où je faisais de l'énurésie, donc je faisais pipi au lit à l'époque, que c'est important pour moi dans mon message, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont des signaux aussi d'enfants bien souvent qui sont victimes de maltraitance, etc., parce que ça fait partie des manifestations par le corps. Et tout le monde le savait d'ailleurs, c'est-à-dire que je l'ai fait de l'énurésie jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Moi. Et du coup, ce grand-oncle-là, donc, qui dormait dans ma chambre, quand je faisais pipi au lit, me demandait de le rejoindre dans son lit. Et donc je me déshabillais, j'étais forcément souillé, etc. Donc j'étais sale. Et là, il commençait, on va dire, par une découverte de mon corps systématiquement. Je me rappelle très bien. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans quelque chose où il me disait, voilà comment ça fonctionne, etc. Enfin voilà, au début sur un truc un peu plus science naturelle, si je peux dire les choses comme ça. Et finalement, très rapidement, ça passait à quelque chose qui était plus de l'ordre, je mettrais des guillemets, d'une éducation sexuelle, mais réellement d'une agression sexuelle. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que quand je le raconte de cette manière-là, c'est parce que ce que faisait, je vais dire mon agresseur, mais oui, je vais dire mon agresseur, bien souvent, en fait, on s'approprie son discours. C'est-à-dire qu'il a toujours présenté ça comme de l'éducation sexuelle, et moi j'ai toujours cru au début que c'était une forme d'éducation sexuelle, et donc j'avais une culpabilité en fait de ce truc-là. Et en fait donc il appliquait des attouchements, il me caressait, etc., différentes choses, il prenait ma main pour la mettre aussi sur son sexe, etc. Et donc ça a été systématiquement jusqu'à l'impossible, c'est-à-dire jusqu'à la sodomie, etc. Des choses improbables réellement qui sont d'une violence inouïe, et c'est là-dessus que je disais que j'en ai toujours voulu à l'enfant que j'étais, mais j'ai compris aussi que c'était une telle violence que forcément il vaut mieux s'extraire de son corps pour vivre quelque chose comme ça, surtout que forcément à l'époque ça veut rien dire sodomie pour un enfant de 8 ans en réalité. Je veux dire donc voilà, donc ça a été entre l'âge de 8 ans et 11 ans, j'ai 5 souvenirs de viol. Puis à l'âge de 12 ans, il m'est arrivé aussi, si j'ose dire, une autre bricole, mais un autre viol avec 2 de mes cousins qui étaient des aînés. C'est-à-dire j'avais 12 ans, eux avaient respectivement 13 et 15 ans. C'était un souvenir classique qui m'est revenu d'ailleurs en thérapie. C'est-à-dire j'avais plus aucun souvenir. Ça, j'avais fait une amnésie traumatique de 15 ans. D'accord. Mais réellement, c'était sorti de ma tête. Ça, c'était sorti de ta tête, alors que le reste, en fait, c'était à moitié sorti de ma tête. C'est-à-dire qu'avec le prêtre, ça a joué sur ma sexualité parce que j'avais cru en fait pendant mon adolescence d'une certaine manière que j'étais homosexuel parce que je pensais avoir une forme de responsabilité. Et à travers son discours en fait de l'éducation sexuelle, forcément d'une certaine manière il y avait quelque chose qui était de l'ordre de mon consentement, si je peux dire les choses comme ça. Bien évidemment pas du tout, mais j'avais du mal à le verbaliser puisque je l'ai verbalisé à l'âge de 19 ans simplement grâce à des reportages, notamment un reportage je me rappelle sur France 3 par rapport aux prêtres, et c'est sorti tout seul en disant moi aussi j'ai vécu ça par rapport aux prêtres pédocriminels. Et il y avait tes parents, c'est ça ? Ouais, il y avait mes parents, ouais, tout à fait.
Et comment tu expliques que justement quand tu vivais ça, t'en as parlé à tes parents ou pas? Non. Ou... J'ai jamais parlé. Non. Personne. Et je pense que c'est là que je suis une proie idéale, c'est-à-dire que la violence qui était subie, violence commise par mon père, etc., elle était connue de tout le monde en réalité. C'est-à-dire que j'étais la proie idéale dans le sens où, bien sûr que le prêtre pédocriminel savait éperdument qu'il y avait très peu de chances que j'en parle. D'accord. Parce que j'étais déjà un peu isolé et que j'avais déjà une défiance en fait au niveau des adultes. Et donc ça faisait me désigner comme une proie idéale, quoi, tout simplement. Donc t'as pas réussi à parler, t'as pas... Non, j'en ai jamais parlé. Et puis je te dis, c'est à l'âge de 19 ans où donc devant un reportage, je le dis comme ça, en disant moi aussi c'est ce qui m'est arrivé. Et au passage, ma mère se renseigne très rapidement dans son... Donc ma mère en fait a eu déjà une réaction qui m'a estomaqué sur le moment, que j'ai mis plus de 20 ans à comprendre. Je l'ai compris que là récemment avec le mouvement MeToo Inceste. Ma mère, plutôt que de me prendre au début dans ses bras, etc., a dit on s'est fait avoir. Moi, je me suis dit, on s'est fait avoir quoi? On s'est fait avoir, j'ai pas compris quoi. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc, etc. Et j'ai compris après, c'est-à-dire que le on s'est fait avoir, c'est qu'elle avait une confiance absolue, en fait, je pense, en cet homme-là. D'accord. Et pour elle, ça a été en fait un choc inouï. Et elle s'est retrouvée confrontée, en plus, après en faisant le tour, parce qu'elle savait très bien que cet homme-là pouvait être aussi en lien avec d'autres. Elle s'est retrouvée aussi confrontée à des récits en fait venant de ses cousins et autres qui disaient eux avoir vécu aussi une éducation sexuelle avec cet homme-là. Encore maintenant, là récemment, j'ai encore une autre personne de la famille qui vient encore de dire qu'il s'était passé quelque chose avec lui. Et cette personne elle est toujours vivante? Non, elle est morte. Elle est morte, mais on sait bien qu'il y avait des personnes qui étaient au courant dans la famille en fait au moment où il est décédé. Il y a des gens qui disaient oui, c'est vrai qu'il aimait bien les petits garçons, etc. Mais je pense que c'était le regard aussi que les personnes pouvaient avoir de personnes qui étaient dans l'église. Et puis voilà, je veux le dire, c'est dur peut-être ce que je veux dire, et moi je trouve ça atroce d'autant plus, parce que ça fait partie... c'est un prêtre missionnaire. Sans compter les enfants à l'étranger, je n'ose à même l'étranger, pas... c'est pas rien, c'est-à-dire que c'est en Afrique, Ouais, je n'ose même pas imaginer. Où on savait très bien aussi toutes les difficultés, la précarité, les enfants qui peuvent être aussi livrés à eux-mêmes ou abandonnés ou autres, etc. Parce que lui, il s'occupait d'enfants comme ça. Et donc forcément, il avait d'une certaine manière un boulevard par rapport à ça, c'est atroce. Donc... Mais encore une fois, le fait d'avoir connaissance un peu de ces faits-là, en fait, il a été bougé de plusieurs pays. Il est passé par le Maroc, il est passé par le Congo, il est passé par différents pays. De manière complètement inexpliquée, d'une certaine manière, soi-disant, on le déplaçait. Sauf qu'en réalité... c'est parce qu'ils étaient au courant de certaines choses et que pour étouffer l'affaire... Fonctionnement de l'église encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ça fait partie de mes luttes aussi aujourd'hui. C'est pas tant de me dire, moi j'ai rien contre aucune religion, rien contre l'église ou quoi que ce soit. Je me dis simplement, à un moment donné, en réalité, aujourd'hui, c'est un mauvais procès qu'on fait. C'est-à-dire que, pour moi, la vraie question qui se pose par rapport à cette question-là, c'est quelle est la place de l'État? C'est l'État qui devrait imposer, d'une certaine manière, à l'Église de respecter tout simplement les droits des enfants, de respecter les enfants, de montrer carte blanche sur la manière dont fonctionne l'institution, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on laisse l'Église se débrouiller, alors que l'Église elle-même dit qu'elle a un problème systémique. Donc en fait, d'une certaine manière, elle fait l'aveu du fait qu'elle ne peut pas s'en sortir. Mais l'État reste complètement absent par rapport à ça. Et moi, je trouve ça complètement dingue. Est-ce que justement, tu t'es senti coupable de quelque chose ou... Ah oui, moi je me suis senti forcément coupable. Ce sont les psys, moi, qui m'ont beaucoup aidé, notamment le premier, que je voyais quand même 2 fois par semaine, parce que j'étais un moment... Donc t'as été accompagné alors? Ah oui, j'ai été accompagné. À l'âge de 19 ans, en fait, j'étais vraiment pas bien, j'étais sur une forme de dépression, etc. D'accord. Et là, 2 fois par semaine, j'allais voir un psy, voilà. Et puis, bien sûr, j'avais ce sentiment de culpabilité parce que, donc, sur les deuxièmes faits qui concernent donc 2 de mes cousins de 13 et 15 ans qui m'ont violé, la réponse de ma famille n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis retrouvé exclu. Je pense que c'est dû à quoi, ça, en fait? C'est le fait que les parents, en fait, ils n'arrivent pas à... Alors, c'est dû à plusieurs choses. La première chose à quoi c'est dû, je pense, je me dirais que c'est toujours pareil, c'est la stratégie de l'agresseur. Stratégie de l'agresseur, c'est qu'on croit son discours. Là, mes cousins disaient, par exemple, c'est un jeu. Ils avaient 13 à 15 ans, donc ils m'ont mis l'aîné m'a mis son sexe dans la bouche, etc., pendant que l'autre me tenait par les poignets. Et pour eux, c'est un jeu.
D'où mettre le sexe dans la bouche de quelqu'un et tenir par les poignets, d'où c'est un jeu en réalité. Sauf qu'on se pose pas la question comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on va entendre de manière rationnelle ce que dit l'agresseur. On va donner plus de crédit à cette version-là, on sait pourquoi, j'en sais rien, mais c'est quand même souvent ce qui se passe. Comme dans la question des violences faites aux femmes, d'ailleurs, on donne plus de crédit à cette version-là que celle de la victime. Et donc moi, j'ai été pendant 2 ans de ma vie, je vais le dire de cette manière-là, complètement exclu de ma famille pour ça, parce que ma famille préférait que soient conviés mes agresseurs plutôt que moi, en se disant, voilà, le problème c'est Arnaud en réalité. Et il a fallu attendre 2 ans pour que ma grand-mère évidemment pose les choses et dise ce qu'a vécu Arnaud est un viol. Et donc hop, ça a pu être posé au niveau familial et on a pu remettre un peu les choses, si j'ose dire, dans le bon ordre, sauf qu'en réalité le mal était fait. C'est-à-dire que moi-même, même encore aujourd'hui, par exemple, j'ai très très peu de contact avec ma famille, voire même pas du tout, parce que tout simplement il y a des traces qui sont indélébiles. C'est-à-dire qu'on se retrouve il y a une telle violence à mon niveau, et même pour que je puisse aujourd'hui vivre convenablement, que les choses, je veux dire même encore aujourd'hui, je veux dire les prises de parole que j'ai eues publiques au niveau des médias, etc. C'est quelque chose qui m'a été quand même reproché encore par ma famille. Et donc je leur ai dit, non, vous comprenez pas le message et le combat que je menais. Je trouve que vraiment il y a un truc au niveau de la société, il y a une réelle inversion sur les personnes qui sont victimes, notamment victimes de viol. C'est-à-dire que c'est souvent la faute de la victime plus que de la faute... En réalité, c'est les agresseurs qu'il faudrait isoler. Or, on isole systématiquement les victimes en leur demandant de se taire. Et comment on peut y remédier ? Comment on peut y remédier ? C'est en se disant tout simplement, moi c'est ce que je souhaite, que c'est pas mon combat, c'est pas notre combat de victime, c'est que d'une certaine manière, en pensant qu'on est tous victimes dans ces cas-là de la pédocriminalité, et comme on est tous victimes de la pédocriminalité de près ou de loin, mais parce qu'on peut être des victimes collatérales, tout simplement, parce que c'est inimaginable, et faut qu'on s'unisse en réalité. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de croire que c'est le combat des victimes. C'est pas vrai. Les victimes parlent parce que c'est insupportable au bout d'un moment de voir que les mécanismes se perpétuent, etc., qu'il n'y a pas de réaction. Mais en réalité, moi c'est pour ça que j'ai été profondément touché par le livre de Camille Kouchner, donc La famille agrandée, parce que d'une certaine manière, j'aurais bien aimé que ma sœur ou mes sœurs réagissent de cette manière-là, etc. Même si elle-même, elle le dit d'ailleurs, elle n'a pas forcément tout le temps réagi comme elle le devait, sûrement. Mais je trouve qu'à travers ce livre, elle montre quand même que les choses aussi peuvent changer, et que si ça peut changer, c'est parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre conscience que, en fait, y a tout un système qui est victime de l'agresseur. C'est pas uniquement une personne, et le fait de désigner une seule personne, mais c'est parce que c'est celle que l'agresseur définit. Or l'agresseur, il agit sur tout un système, et donc c'est là-dessus, je pense, qu'il faut réagir et se dire que arrêtons de penser uniquement aux victimes, entre guillemets, celles qui sont désignées, parce que voilà, moi je le dis souvent dans mon histoire, je pense que la réaction de mes parents, par exemple, a été pour moi aussi violente que celle de mes agresseurs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un tel choc psychotraumatique au moment des viols que j'ai plus aucune conscience de la douleur physique, en fait, que ça... C'est complètement dingue, mais j'ai pas de conscience. J'ai des scènes, moi je me rappelle très bien, même avec le prêtre, etc., qui sont revenus après, même de taches de sang, de machin, différentes choses, je m'en rappelle bien, mais sans associer une douleur, un cri, quelque chose. T'as plus cette perception sensorielle. Mais même, je l'avais pas le jour quand ça s'est passé. C'est-à-dire que je pense que j'étais en dissociation complète, ce qui signifie qu'à un moment donné, quand la réaction de personnes qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour, pour nous protéger, n'est pas à la hauteur, mais c'est un cataclysme atroce. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai mis au même niveau. Je n'étais pas capable psychiquement de me dire bon, c'est pas pareil, etc., etc. Même si d'un côté je reconnais que l'acte en tant que tel, d'un côté il y a un viol, de l'autre côté effectivement il y a d'une certaine manière une réaction qui est pas adaptée, etc. Je trouve qu'il y a effectivement une violence, etc. C'est pour ça que, encore une fois, pour revenir sur la prise de parole de Camille Kouchner, etc., là où elle est forte, c'est que elle arrive à penser le viol aussi avec des victimes, à mon sens, qui sont des victimes collatérales, en se disant que c'est tout un système et qu'elle-même, et on le voit bien encore aujourd'hui, Camille, elle est forcément encore aujourd'hui impactée, touchée, y compris après ce livre et d'autres, parce que tout simplement ça a été un cataclysme dans la vie de son frère, dans sa propre vie, etc. Et de s'en rendre compte, c'est une violence inouïe. Et comment tu te reconstruis aujourd'hui ? Comment je me reconstruis aujourd'hui ? Déjà parce que je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je l'ai toujours été, je pense, et je me suis ça fait... se voit.
C'est gentil. Je me suis fait la promesse quand j'étais petit, et ça je l'ai compris avec les psys, c'est comme si la promesse que je m'étais faite, mais bien, même avant d'ailleurs les viols subis, et c'est que jamais les agresseurs n'auront gain de cause, c'est-à-dire que jamais ils ne parviendront à m'anéantir ou quoi que ce soit, et donc ce que je souhaite, même si des fois j'ai des moments qui sont quand même assez difficiles, parce que encore une fois on n'est jamais indemne réellement, je me dis justement j'en fais une force systématiquement, et ce que je souhaite c'est d'aller encore plus loin. Moi ce que je souhaite aujourd'hui c'est forcément parvenir, en tout cas je lâcherai rien pour les enfants, ça c'est quelque chose qui me semble important, pour les enfants, pour l'ensemble de la société, parce que je suis profondément attaché aux valeurs, si j'ose dire, de la République, mais aux vraies valeurs de la République, pas celles qu'on essaie de nous rabâcher par moment, mais celles qui sont des valeurs de protection, notamment au niveau des personnes, et je sais que là-dessus je lâcherai rien. Est-ce qu'on peut dire que ta reconstruction est passée aussi par la libération, enfin par briser la loi du silence en fait? Oui, inévitablement. Je dis pas que, mais est-ce que ça fait... Si, bien sûr. Ouais. Je pense que la première chose et d'ailleurs je peux inciter toutes les personnes qui ont été victimes ou qui connaissent une personne qui a été victime, etc. ou autre, de parler, bien évidemment. Ça fait parler, ça fait partie pardon, de la reconstruction. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça permet de mettre des mots sur des mots, quoi, tout simplement, sur quelque chose qui a été extrêmement compliqué. Et c'est salvateur, ça c'est inévitable. Après, ce qui est sûr, c'est que derrière, bien souvent, quand même, c'est une fois qu'on a pris la parole comme ça, moi je pense qu'il faut être accompagné parce que c'est pas simple. Ouais, justement, et comment on pourrait organiser les choses pour libérer justement cette parole? Ça fait partie de mon combat. Moi, par exemple, alors pourquoi je dis que ça fait partie de mon combat ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas si simple d'avoir accès à des psys, que c'est réservé bien souvent à certaines personnes. Il y a des fois des listes d'attente, notamment quand on va aller en CMP, CMPP ou autres, donc qui sont des lieux spécialisés. Donc centres médicaux, psychologiques, ouais. etc. Moi, par exemple, dans mon cas, je me suis donné les moyens. À l'époque, j'ai vu donc un psy 2 fois par semaine, mais ça m'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté 60 € la séance. Et pour ce faire, comme... C'était pas remboursé, hein, c'est pas remboursé, oui. Exactement. Et comme mes parents refusaient en plus d'y participer, alors que mon père a des moyens quand même qui sont... C'est quelqu'un qui vit dans une situation confortable. J'allais travailler au marché le samedi et le dimanche pour être en capacité de me payer mes séances de psy parce que je savais que j'en avais besoin, et je pense que ça aussi, ça a été pour moi salvateur d'une certaine manière, même si je m'en serais bien passé. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui une inégalité d'accès au niveau en matière de santé, et que alors c'est vrai déjà en fonction du niveau de vie inévitablement, c'est vrai également en fonction des territoires. Enfin voilà, on en parle finalement assez peu, mais les territoires, je sais pas, les dom-tom, etc. ou autres, qui sont encore moins pourvus que d'autres, etc. Et je trouve que c'est inacceptable en réalité. Il faut vraiment qu'on soit en capacité, au regard des chiffres, au regard de l'étendue des dégâts en matière de violences sexuelles, on parle bon sang quand même de 165 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. On dit qu'il y a un Français sur 10 qui a été victime d'inceste. On peut se dire qu'à minima, il faudrait au moins qu'on ait des moyens humains en matière de santé pour être en capacité d'accompagner les personnes. Et on n'est pas capable. C'est-à-dire que la France ne respecte même pas ses engagements qu'elle a pris à travers soit différents traités, à travers différentes lois, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moyens financiers. Pour moi, là-dessus, on ne doit pas compter en réalité. Les dommages collatéraux, moi si je prends mon exemple, par exemple, quand je parle de dommages collatéraux, moi il faut bien voir, donc moi je suis pris en charge, je vais dire les choses de cette manière-là. Après j'ai des conséquences, j'ai une hypertension artérielle qui est liée, en fait j'ai des problèmes cardiaques qui sont liés à ce que j'ai vécu, j'ai une déficience respiratoire, et les médecins le disent bien, les pneumologues que j'ai été voir, j'ai été hospitalisé pour ça, etc. Ils disent mais vous avez quelque chose en fait qui ne peut pas se soigner parce que c'est psychotraumatique. C'est-à-dire que par moment, ma respiration est celle que j'avais au moment des viols. Et donc ça veut dire forcément ça crée un épuisement, et ça a des conséquences sur les poumons, etc. Mais toutes ces choses-là en fait qui sont multiples, sans compter par moments les questions d'addiction, etc. Différentes choses, la société d'une certaine manière les paye déjà. Sauf qu'il n'y a pas en fait cette reconnaissance, et ça signifie qu'on laisse bien souvent les personnes se débrouiller elles-mêmes. Moi, encore une fois, c'est parce que j'ai cette volonté, je me dis, ça fait partie, encore une fois, de mon credo de dire jamais mes agresseurs n'auront gain de cause, etc. Je me dis, il ne s'agit pas de laisser l'individu lui-même, de sa volonté, de s'en sortir. Enfin, c'est quoi ça ? C'est pas possible. Comme si on était responsable d'un truc qui nous est arrivé quand on était enfant, et d'ailleurs, même un viol quand on est adulte, la société doit mettre en place des choses inévitables. Non, alors, est-ce que tu as un message à faire passer aux parents qui entendent, je sais même pas comment le dire parce que je suis qui savent mais qui ne disent rien?
Alors le premier message que je veux passer, c'est que ces parents-là qui savent, je suis conscient que c'est extrêmement difficile. Déjà parce que forcément ça vient casser quelque chose de l'idéal qu'on a de parents, et c'est là-dessus que je comprends même ma mère dans ses propres réactions, mais inévitablement, il faut le reconnaître qu'on n'imagine pas ça pour son enfant, on ne peut jamais l'imaginer, c'est insupportable. Après, ce que je peux passer comme message, c'est que c'est jamais trop tard. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je peux les inviter uniquement, de manière très simple, à pouvoir. Il est toujours possible de pouvoir protéger d'une certaine manière, ou d'être protecteur pour son enfant, et même en reconnaissant, par exemple si l'enfant sait que les parents savent mais ils n'ont rien fait, reconnaître que quelque part il y a quelque chose qui est pas normal et qu'ils auraient dû réagir, c'est important aussi de le faire de cette manière-là. Ce que je peux inviter après les parents, forcément de fait, c'est de soutenir leur enfant, parce que aujourd'hui, quand on est victime, je pense que c'est surtout ce soutien dont on a besoin, et ce soutien notamment au niveau de la famille, je dirais de première ligne, il est important. Moi, je regrette de pas l'avoir eu d'une certaine manière, alors encore une fois, j'ai réussi à m'en sortir autrement, mais encore une fois, c'est dévastateur. C'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir, même au bout d'un moment, se dire, si on n'a pas agi jusqu'alors, on peut toujours agir. Il est jamais trop tard. Alors aujourd'hui, tu es fondateur du collectif Prévenir et Protéger. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi ce collectif ? Ses objectifs ? Alors, je suis cofondateur du collectif Prévenir et Protéger avec une personne que j'estime beaucoup, qui est la docteure Rada Hatem, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. En fait, commence d'une rencontre entre elle et moi. Donc, Rada était plus sur la dimension lutte contre les violences faites aux femmes. On connaît sa poigne, etc., et sa volonté, sa pugnacité pour pouvoir agir, etc. Et moi, j'étais plutôt effectivement sur le volet protection de l'enfant. Et on s'est dit, il y a des mécanismes communs, il y a des chiffres qui sont quasiment les mêmes, il y a donc différentes choses, et on s'est dit, pourquoi pas unir nos forces ? Et donc, à partir de là, on a regroupé différentes associations, qui étaient donc des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, ou associations qui luttent contre les violences faites aux enfants. Je peux en nommer quelques-unes, Excision Parlons-en, je peux nommer également le GAMS, je peux nommer également le CIDFF, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles, enfin bref, différentes associations, et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on unisse nos forces pour être en capacité de faire vivre aussi, d'une certaine manière, les droits de l'enfant, les droits des femmes sur différents territoires, et pour pouvoir agir. Et donc on a mis en place différentes actions. On a été par ailleurs grande cause nationale en 2019, on a apporté la grande cause de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, violences sexuelles, avec un petit clip qui était passé d'ailleurs sur le service public. Et on a mis différentes actions en place, type des actions d'ailleurs de lutte contre l'inceste avec le juge Durand notamment, et d'autres. Différentes actions, et prochainement on souhaite travailler sur la mise en place d'une action pour lutter contre la prostitution des mineurs, parce qu'on pense qu'effectivement c'est quelque chose aujourd'hui, notamment par le biais d'internet, des réseaux sociaux, etc., qui se développent de manière massive et qui nous échappent complètement, et on voit bien que tous les voyants sont au rouge écarlate en la matière. Vous avez une page Insta ? On a une page effectivement Insta, on a une page Facebook, et on est également sur Twitter. On essaye autant que faire se peut de pouvoir la faire fonctionner. Okay. Mais voilà, l'idée pour nous, c'est un mouvement citoyen, surtout ça c'est important, c'est-à-dire qu'on est tous là pour prévenir et protéger en réalité. Pour nous le message c'est celui-là. Après on peut avoir des champs d'expertise, parce que forcément quand on est médecin, inévitablement à mon sens on peut en avoir. Notre idée c'est quand même que les gens adhèrent au maximum, et que la société change aussi de regard et prenne un peu plus l'angle des droits des femmes et des droits des enfants. Alors là, on va faire un retour vers le futur. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à l'avenir ? Est-ce que tu es confiant pour les semaines à venir sur la thématique des violences Je suis assez inquiet quand on voit l'actualité, quand on voit les prises de parole, notamment du gouvernement, etc. Je veux dire, quand j'entends par exemple Gérald Darmanin qui dit à Mayotte ouvrir un centre avec des militaires pour s'occuper d'enfants qui sont certes délinquants, mais moi je trouve ça un peu hallucinant et ça me fait un peu peur. Je suis inquiet également, sur la manière dont, de manière générale, on peut rester les bras ballants devant autant de violences faites aux enfants, et avec une vraie priorité qui devrait déjà être nationale.
On voit bien, là on a passé par exemple l'été, il y avait hier par exemple une action qui était menée par le Secours Populaire où on dit qu'il y a un enfant sur 3 en France qui part pas en vacances. Enfin, il y a des choses qui sont quand même dures, je trouve, pour les enfants, et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique et donc de moyens derrière, qu'ils soient humains ou moyens financiers, qui sont déployés pour permettre aux enfants qui n'ont rien demandé d'une certaine manière d'avoir une enfance digne de ce nom. Et je pense d'ailleurs que ça les expose par ailleurs à différentes violences, parce que là aussi, c'est le principe de la proie, à mon sens. C'est-à-dire que plus on a de schémas de vulnérabilité, et plus potentiellement on est une proie facile pour un prédateur. Et si tu étais président, la première loi que tu voterais, tu ferais voter? Moi, les premières lois, il y a plusieurs lois qu'on pourrait faire voter, mais moi, les premières lois que je ferais voter, de toute façon, c'est une refonte au niveau de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que ce que je pense aujourd'hui, c'est que qu'il y ait un regard... moi, ce que je souhaite... aujourd'hui, clairement, il y a une disparité au niveau des dispositifs de protection de l'enfance en fonction des territoires. Pourquoi ? Parce que ce sont les conseils départementaux qui ont des moyens différents, qui s'assurent de cette protection de l'enfance, parce qu'on dit qu'ils ont une responsabilité en matière de protection de l'enfance. Je pense qu'en France, parce qu'on dit que ça c'est soi-disant des lois de décentralisation, en fait on a confondu décentralisation et désengagement de l'État. Et je pense que c'est deux choses différentes. J'entends qu'il y ait des services soit décentralisés, en même temps l'État, il y a bien des préfectures au niveau de certaines, soit régions, départements, etc. Donc il n'y a pas de problème. Sauf que l'État s'est complètement désengagé et ça donne lieu, à mon sens, à des choses qui sont complètement aberrantes au niveau des territoires. Je parlais encore une fois tout à l'heure de Mayotte, des Outre-mer ou autre, c'est l'exemple, mais il y a Seine-Saint-Denis, un département comme la Seine-Saint-Denis par exemple, c'est un département où on sait bien qu'il y a plus de personnes peut-être qui sont au RSA ou autre, donc avec des dépenses assez importantes pour le département. On doit faire des choix, les départements doivent faire des choix au détriment des enfants. Comment est-ce que le pays qui se revendique le pays des droits de l'homme, etc., signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1990, comment est-ce que nous, on s'autorise à être dans une folie furieuse comme celle-là réellement, et en mettant donc des enfants en danger? Moi, c'est ça que je comprends pas. Et donc ça serait donc une des premières lois forcément que je ferais passer, et pour moi quelque chose, si j'étais président de la République, après tout j'ai le droit de rêver, pour moi c'est aussi une question de revalorisation, non mais revalorisation salariale, c'est-à-dire pour moi ça va de pair. Je pense qu'aujourd'hui les professionnels d'ailleurs, que ce soit des professionnels de santé, mais les professionnels de l'éducation, etc., qui travaillent auprès des enfants, en fait sont sous-payés par rapport au travail qu'ils font et à l'impact que ça peut avoir. Et je pense que là aussi, il y a des choix qui doivent se faire. Et là-dessus, c'est essentiel. Je veux dire, quand on voit les salaires, des éducateurs spécialisés, des infirmières, des infirmiers, etc. C'est pas possible en réalité. C'est-à-dire qu'au-delà même de la question, si j'ose dire, du pouvoir d'achat, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Moi, je pense même pas au pouvoir d'achat en réalité. Moi, je pense à la question de la valorisation. À quoi ça sert ? À quoi sert un travailleur social ? À quoi sert une infirmière ? À quoi sert, j'en sais rien, une conseillère en économie sociale et familiale ? À quoi sert, etc., etc. On peut multiplier, sauf que quand on voit comment les gens sont payés, au bout d'un moment, par moment, les personnes se retrouvent même d'une certaine manière en situation de précarité elles-mêmes, et donc à accompagner des personnes qui le sont également. On est dans un fonctionnement complètement dingue, où quelque part, il faudra après venir en aide aux travailleurs... Non, mais c'est pas possible. Donc pour moi, il y a quelque chose qu'on marche sur la tête. Quelle société... En fait, c'est à travers ça, c'est quelle société on veut. Et je pense que les gens qui ont le cœur sur la main, qui souhaitent avancer, qui sont professionnels, etc., c'est pas ce qui manque. Sauf qu'au bout d'un moment, la volonté, ça suffit pas en réalité. C'est-à-dire que là aussi, moi, c'est peut-être plus simple pour moi d'avoir cette parole-là aujourd'hui, parce que je suis directeur général et je suis pas soumis aux mêmes difficultés pour dire les choses de cette manière-là. Mais je trouve ça inacceptable réellement. Moi, je le vois bien, les niveaux de salaire, de rémunération qu'on propose au niveau des professionnels, parce que moi, ce sont des financements publics. Mais je trouve ça intolérable, réellement, je dis pas le contraire, et je pense que c'est pas juste. Il y a un problème en fait après sur les actions de sensibilisation, c'est-à-dire comment est-ce que mon message peut être crédible en termes de sensibilisation, si je les sous-paye, etc., et je reconnais pas la juste valeur de leur travail. Pour moi, c'est un sujet fondamental. Alors Arnaud, tu es le premier homme à être interviewé sur Gigan Sans Tabou, tu seras également le premier à inaugurer le vrai ou faux sur la thématique du podcast, donc, afin de briser les tabous et bien comprendre pourquoi il en retourne. Donc là, on va remettre le point sur le i du mot inceste, avec ce vrai faux indispensable. C'est parti ? C'est parti. C'est parti. Parti, go. Alors, une personne sur 10 est victime d'inceste en France. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai, selon les chiffres de l'association Face à l'inceste, effectivement. C'est possible d'oublier un événement aussi traumatisant ? Bien sûr que c'est possible, puisque c'est un événement, c'est un mécanisme qui est reconnu scientifiquement, qu'on appelle de l'amnésie traumatique. Il y a eu beaucoup de travaux
Et là, c'est une question hyper importante. L'amnésie traumatique existe, les faux souvenirs n'existent pas. Donc bien sûr, c'est possible à 400%, et parce que des fois, le traumatisme est tel... d'ailleurs, on en parle facilement au niveau des traumatismes de guerre. C'est les travaux qui existent, je sais pas, qui sont faits d'ailleurs aujourd'hui dans différents pays qui peuvent être en guerre, par exemple Israël, ou même là en Ukraine ou autre, on dit bien que ce mécanisme existe. Par contre, quand on parle de viol, généralement, on a un peu plus de mal à croire les victimes, bizarrement. On peut porter plainte toute sa vie. Alors, on peut porter plainte toute sa vie. Après, la vraie question, pour moi, et c'est un vrai combat, c'est la question de la prescription. Moi, je suis favorable à une imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un tel choc, c'est une telle violence. Les prescriptions, là ? Il peut y avoir effectivement prescription. La prescription, c'est 30 ans après la majorité. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 48 ans qu'on peut déposer plainte. Dans l'affaire du Hamel, d'ailleurs, par exemple. Il faut que les personnes comprennent bien que lui a reconnu les faits, mais les faits sont prescrits. Et donc, on se dit simplement, ouais, le fait que la personne reconnaisse, après tout, ça, c'est pas possible en réalité. C'est ce qui s'est passé aussi pour l'Église, pour la question de la non-dénonciation. La prescription pour non-dénonciation, et moi, c'est aussi mon combat. Il faut savoir qu'elle est 4 ans après les faits. Donc, ça veut dire que personne n'est condamné en France pour non-dénonciation de crime. Parce que bien souvent, en fait, quand on est... ou très peu de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il faut à peu près 15-20 ans après les faits que la personne dépose plainte ou quoi que ce soit. Et bien souvent, on dit qu'un épisode d'ailleurs d'amnésie traumatique, ça dure 15 ans. Donc, c'est-à-dire que quand il y a non-dénonciation et que la prescription c'est 4 ans, il y a très peu de chances en fait que les personnes soient poursuivies. C'est une ineptie complète. Mais on peut quand même déposer plainte, et j'incite aussi à déposer plainte, surtout qu'il y a quand même des améliorations, y compris normalement au niveau de la police. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une brigadière d'ailleurs qui était bien formée. Et il y a des choses qui avancent. Après, c'est pas parfait partout, mais je pense qu'il y a des choses qui avancent. Le crime incestueux n'est jamais de l'amour. Ah non, le crime incestueux n'est jamais de l'amour. C'est atroce de penser ça, et ça me fait penser d'ailleurs aux propos de notre cher garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a parlé d'inceste heureux, etc., ou des choses comme ça, en pleine Assemblée nationale, ou au Sénat, ou d'inceste consenti, etc. Non, qu'on arrête avec ces histoires-là. L'inceste, c'est l'inceste, c'est un crime. Un crime, c'est pas de l'amour, c'est pas une relation sexuelle, c'est une agression sexuelle, et point barre. Non, donc c'est pas de l'amour. Il existe des ressources pour les victimes d'inceste. Moi, je pense déjà à ta page. Non, mais c'est clair. Je pense déjà à ta page Insta. Même, il existe plein de ressources. Je pense que les premières ressources pour les victimes, ce sont elles-mêmes en réalité. Peut-être qu'elles ont un mauvais regard sur elles par moment, mais moi je suis convaincu que déjà d'avoir survécu à l'insupportable, c'est d'être une première ressource. Après, ce qu'on peut inciter, c'est qu'il y a des ressources aussi dans l'entourage. Après, ce qui est difficile par moment, c'est de pouvoir les déceler. Quoi qu'il en soit, après, il y a aussi des associations qui existent. On arrive toujours à trouver une personne de confiance autour de soi, d'une certaine manière, pour pouvoir aussi être entendu, accompagné, etc. Et ça, c'est un message pour moi qui est important. Après, là où je suis... où le combat se situe, c'est que finalement, on voit bien que c'est quand même compliqué pour les victimes. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment cette question du doute, etc., qui existe. Après, normalement, il y a des ressources qui existent, ça c'est sûr. Et puis on est quelques-uns un peu énervés pour se dire qu'on peut soutenir toutes les victimes de violences sexuelles. L'âge de la majorité sexuelle est de 13 ans. Alors oui, c'est-à-dire que c'est assez bizarre, c'est-à-dire que en fait, il faut savoir qu'il y a une préconisation, une recommandation au niveau du Conseil de l'Europe d'ailleurs qui dit 18 ans, en disant que tout simplement il y a une maturité sexuelle qui serait, après la majorité, quelque chose, voilà. Alors en France, on se dit, je sais pas quoi, parce qu'il y a un délit en fait d'atteinte sexuelle qui a 15 ans. Notre cher garde des Sceaux, donc Éric Dupond-Moretti, lui dit oui, mais voilà, il peut exister des amours adolescentes, je sais pas quoi, entre quelqu'un par exemple une jeune fille qui a 13 ans et un homme qui en a 19, 20, etc. Et donc il a dit que finalement la majorité sexuelle ça pouvait être à partir de 13 ans, à partir du moment où il y a un écart d'âge, donc ils sont partis dans un truc complètement dingue qui est même compliqué à expliquer, etc. Ouais. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une ineptie de se dire même le 13-15, etc. Moi je suis favorable personnellement à même ce qui est du 18. En réalité, quand la question se pose, c'est qu'il y a un problème déjà. Après, on peut me raconter toutes les histoires quand il y a quelqu'un, même, je sais pas, une relation sexuelle entre un jeune de 18 ans et une jeune de 16 ans, etc. Je sais pas, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a une relation qui est consentie. On n'entend jamais parler en réalité. Et par contre, là on entend parler, la question du consentement, c'est quand il y a un dépôt de plainte, et pourquoi est-ce qu'on dirait d'une victime, etc. La question du consentement finalement que tu poses là, qui me semble tout à fait importante, il faut bien que les auditeurs et auditrices comprennent. La France a ratifié la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul impose aux États signataires de définir le viol comme une relation non consentie. La France ne l'a pas fait, en fait. En fait, une relation sexuelle non consentie,
je veux dire qu'on est 13, 14, 15, mais 25, 30, 70 ans, c'est un viol, point barre. C'est pas une relation sexuelle d'ailleurs, c'est une agression sexuelle, on est dans autre chose. Et non, en France, on a voulu noyer le truc en disant ouais, alors on va voir, on va mettre un seuil. Alors c'est bien un seuil d'âge de non-consentement, c'est-à-dire que pourquoi pour nous c'était important qu'il y ait un seuil d'âge de non-consentement, parce que j'ai fait partie des personnes quand même qui ont défendu les choses, tout simplement parce que faut bien se rendre compte qu'en France, jusque encore maintenant d'ailleurs, on pouvait demander à une jeune une fillette de 9 ans qui avait été violée par exemple par son père, si elle avait consenti à la relation sexuelle avec son père. Non mais je veux dire, faut se rendre compte de ça. Et là donc on a mis un seuil d'âge par rapport à l'inceste à 18 ans. On est bien d'accord que théoriquement même une jeune femme de 20 ans qui a une relation sexuelle avec son père, déjà pourquoi est-ce qu'on a mis 18 ans ? C'est pareil, mais parce que je pense que derrière on n'est pas clair en fait avec cette question-là. On voit bien d'ailleurs, et quand on voit l'étendue des dégâts, on voit bien que même quand on avance un petit peu c'est déjà bien, mais qu'il reste quand même beaucoup à faire. Pour conclure, est-ce que tu as des choses à rajouter ? T'as pas dit que tu voudrais dire ? Déjà un grand merci, j'ai trouvé ça, c'était un moment très sympathique. Et non, ce que j'ai à dire c'est surtout, peut-être si on n'a pas parlé, pour moi mon combat c'est vraiment une lutte aussi contre toutes les violences sexuelles. Moi je pense beaucoup également aux personnes, et je suis très sensible aux questions je dirais des sœurs de combat notamment qui ont été victimes d'excision, qui ont été victimes de mariage forcé, etc. Qu'on arrête aussi d'une certaine manière d'ethniciser les violences sexuelles. Ce sont des violences qui existent aussi en France, et moi j'y tiens. Je suis, et je l'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure dans la présentation, je suis membre également de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, donc, qui a été mise en place suite à la prise de parole d'Emmanuel Macron, et qui est présidée par le juge Durand, et je fais partie des personnes qui luttent pour qu'on n'oublie pas justement nos sœurs de lutte qui ont été également victimes, et ça pour moi c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire qu'il y a des viols je dirais qui seraient en France, etc., et d'autres qui viendraient d'ailleurs parce qu'on les pense qu'elles sont plus exotiques. Moi ça me rend complètement dingue, et au contraire on voit bien que là aussi les mécanismes sont les mêmes et c'est insupportable, donc il faut vraiment qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et ce que je peux dire donc vraiment pour conclure, faut qu'on arrive toutes et tous à lutter contre les violences faites aux enfants, et que je suis convaincu qu'avec beaucoup de volonté et beaucoup de solidarité on y arrivera. Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Arnaud, merci Richard pour ce moment passé en ta charmante compagnie. Merci pour ton témoignage et ce désengage de tabou autour de l'inceste. On est de tout cœur avec toi, avec vous. Je termine avec cette citation de Sandrine Filassier. Inceste est cet étranger que l'on connaît bien. À méditer. Merci beaucoup à mon invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie qui forge l'admiration. Alors si vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez vous aussi témoigner à votre tour, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez l'adresse dans la description de cet épisode. Je vous retrouve dans un mois sur Jigéen sans tabou pour un nouveau témoignage. À très vite.